Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, échange entre le Premier ministre burkinabé et le vice-premier ministre chinois ce matin. Les deux délégations ont procédé à la signature de plusieurs notes, notamment sur le projet d'assistance technique agricole ou sur les études du projet du CHU de Bobo-Dioulasso. Les Zimbabwéens sont en pleine campagne pour les élections générales de fin juillet, un scrutin entouré de suspicions de l'opposition qui critique les nouvelles cartes électorales et surtout la proximité de la commission électorale avec le gouvernement actuel. Mais tout d'abord, les résultats du premier tour du baccalauréat session 2018 ont été proclamés ce matin sur toute l'étendue du territoire. À Ouagadougou, le centre de composition du lycée Philippe Zenda Kaboré, pour ne citer que celui-là, a enregistré un taux de réussite d'environ 40%. Ce centre compte 4 jurys. Reportage Oscar Soulama. Au lycée Philippe Zenda Kaboré ce matin, l'émotion est vive. L'air stressé, la gorge nouée. Ces candidats au baccalauréat attendent impatiemment leurs résultats. Et quand vient l'heure de la proclamation, l'émoi se fait sentir. Des larmes chez certains. Et du rire chez d'autres. Je suis très contente aujourd'hui parce que vraiment, ce bac, je savais que je l'avais bon. On comptait sur la grâce de Dieu pour vraiment réussir à ce bac-là. Je viens de gagner mon bac avec mention bien. Je suis très content tout simplement. Ça fait 10 mois qu'on a travaillé très dur et puis voilà. Je me rends compte que ça a payé quoi. Tout ce que j'ai fait, c'est la récompense comme ça. Je suis très content. Du côté des membres du jury, le bilan est satisfaisant. Au jury 70 et 80, les taux de réussite sont respectivement de 24 et 41%. Bon, c'est comme toutes les autres années, hein. On a 24% d'admis, 71 admis sur 297. On a 73 au second tour, on espère pouvoir relever le taux au second tour. Sinon, c'est comme les autres années, on est toujours entre les 20 et 30% au premier tour d'admis. Nous avions 286 candidats, il y avait donc 3 absents, donc il y a 285 qui étaient présents. Donc sur les 285, nous avons eu 119 admis, ce qui fait à peu près 41 et quelques pourcents, 41-75%. En général au Burkina, à l'issue des 2 tours, il y a parfois une quarantaine de %. Donc si nous avons déjà 41-75% au premier tour, nous pensons que ce n'est pas si mal. Près d'une centaine de candidats des jurys 70 et 80 devront encore se soumettre aux épreuves du second tour, programmées pour le lundi prochain. Reportage Oscar Soulama, Alain Koulibaly, Ismaël Dilouma, Sirima. Les jeunes du G5 Sahel impliqués dans la lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation, la Fondation Konrad Adenauer initie une rencontre autour de cette thématique. Cette concertation régionale se penche sur les bonnes pratiques en matière de lutte contre le terrorisme. Le tout est de proposer une stratégie commune pour permettre aux jeunes du Sahel de mieux comprendre les facteurs qui favorisent l'extrémisme et la radicalisation. Reportage Issa Kafando, Olopoda. La Fondation Konrad Adenauer conforte ses actions dans l'espace G5 Sahel. Ici, c'est le rôle des jeunes du G5 Sahel face à l'extrémisme violent et la radicalisation qui est en question. Un rendez-vous sous-régional pour analyser les causes profondes de ces phénomènes qui se développent de plus en plus dans le Sahel. Aussi, des thèmes comme ça, on ne peut plus les traiter au niveau national seulement. Ce sont des questions qu'il faut traiter à une échelle au moins régionale, car les défis sont comparables, notamment ici dans la sous-région. Et donc c'est pour ça, s'il faut trouver des solutions, si on peut trouver des solutions, il vaut mieux que ce soit aussi des solutions régionales. C'est un cadre orienté vers des débats d'idées. Experts, leaders de structures de jeunesse et communicateurs vont échanger sur des questions relatives aux bonnes pratiques, question de mettre en place des politiques publiques qui permettent de vaincre la vulnérabilité des jeunes face aux idéologies terroristes. Si vous n'arrivez pas à les former,
à les aguerrir contre les agressions de ce qu'on peut appeler les prêches ou bien les aspects communicationnels négatifs. Ces jeunes peuvent adhérer et aboutir donc à une radicalisation qui va le conduire à l'extrémisme violent. Nous pensons que nous attaquons ainsi le mal à la racine. Nous avons proposé un programme cohérent sur les jeunes, qui est un programme à 3 volets. Premier volet, arriver à une meilleure connaissance des facteurs de radicalisation. Deuxième volet, créer les conditions pour qu'il y ait du travail pour les jeunes de la région, pour les fixer. Cela pour avantage de jouer sur un autre phénomène, les questions de migration irrégulière. Troisième volet, enfin, ce que nous avons appelé, à défaut de trouver mieux, la déradicalisation, c'est-à-dire comment faire pour récupérer plus tard certains de nos jeunes qui se sont fourvoyés dans ces mouvements terroristes pour assurer leur intégration socio-économique et sociale. La Fondation Konrad Adenauer offre ainsi l'opportunité à ses participants de formuler une stratégie commune de sensibilisation afin de permettre aux jeunes de l'espace G5 Sahel de mieux comprendre les facteurs qui peuvent être à la base de leur enrôlement parmi les groupes terroristes. Depuis hier se tient l'une des 2 sessions de formation des membres du Conseil national multisectoriel pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées. Elles permettent de renforcer ces sessions, les capacités des participants sur les notions de handicap, de développement inclusif et sur les textes juridiques de protection des personnes handicapées. Amado Ilboudo Nyarkiteda. Renforcer les capacités institutionnelles des membres du Conseil national multisectoriel pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, tel est le leitmotiv de cette présente session de formation. Durant 3 jours, ce sont au total 38 points focaux du dit Conseil qui vont être renforcés en capacité sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées et des objectifs de développement durable. Cette activité est tout simplement un renforcement de leurs capacités pour leur permettre de prendre en compte l'ensemble des préoccupations des personnes vivant avec handicap dans les projets et programmes de leur département ministériel, lesquels projets et programmes seront pris en compte dans la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées au Burkina Faso. L'inclusion des personnes handicapées passe par la promotion de leurs droits, et qui parle de promotion des droits voudrait indiquer également que ces personnes handicapées doivent connaître les normes internationales et également les politiques à leur faveur. Et au sortir de cette formation, nous espérons en tout cas que ces personnes handicapées en sortiront renforcées, outillées suffisamment pour pouvoir activement prendre part à tout ce processus qui est en train de se mettre en place en leur faveur. La session de formation s'inscrit dans le cadre du projet Combler l'écart au Burkina Faso. Plusieurs communications et des séances de travail de groupe sont prévues à cet effet. Une deuxième session de formation est prévue dans les jours à venir pour une autre vague de points focaux. Mutualisation des forces de 2 partenaires en faveur de la lutte contre le chômage des jeunes et des femmes. L'Agence intergouvernementale panafricaine eau et assainissement et la Fondation Ravi ont signé aujourd'hui un partenariat qui concerne tous les projets et programmes de création d'emplois. L'objectif est de créer d'ici à 5 ans 5000 entreprises qui pourront ainsi résorber le chômage des jeunes et des femmes en Afrique. Panwa Drogo, Jean Zongo, Sirpayete et Léonore Ouedraogo. Une poignée de main qui donne un espoir à plus de 200 000 jeunes et femmes. L'Agence intergouvernementale panafricaine eau et assainissement en Afrique et la Fondation Ravi, désormais partenaires dans la mise en œuvre des projets et programmes de création d'emplois. L'Alliance devrait donner une impulsion nouvelle et du dynamisme à l'objectif commun qui est d'apporter des solutions durables aux problèmes de chômage. C'est de pouvoir renforcer l'employabilité durable, la création d'entreprises. Nous avons un programme de création de 5000 entreprises en 5 ans avec un impact social de 250 000 emplois garantis. Et nous voyons aussi qu'au niveau de EEA, c'est vraiment travailler à améliorer le bien-être des populations. Le partenariat ici matérialisé se manifeste dans toutes les actions des 2 institutions. À travers la chaîne de valeur que nous allons créer ensemble, nous allons voir qu'au niveau de chaque maillon, nous allons mettre en place des mécanismes permettant donc
n'est-ce pas, d'accompagner ces différentes structures, ces différentes organisations de jeunes, ces différentes organisations de femmes à travers chaque étape du processus, de manière à ce que, effectivement, les richesses soient rapidement créées et que des emplois soient également créés. Déjà, le volet recherche-action de l'agence met à la disposition de la Fondation les résultats de leurs recherches. Troisième session technique du Conseil national de sécurité alimentaire. Les acteurs chargés de la reconstitution du stock alimentaire au Burkina examinent la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle adoptée en avril dernier et le plan de riposte et de soutien aux populations vulnérables. Le Burkina, qui a connu une grave crise alimentaire ces derniers mois, doit préparer des actions majeures pour gérer les effets de cette crise. Pawadrogo Janzongo, Nyarkiteda. 50 000 tonnes d'approvisionnement avant fin 2018, c'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement burkinabé. Et le temps est donné à cette rencontre de concertation des acteurs en charge de la reconstitution du stock national de sécurité alimentaire. Il s'agira pour eux d'examiner la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de faire l'état de la mise en œuvre du plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition identifiés dans les zones à risque. L'action de distribution se fera sur 416 sites dans les 13 régions du pays. Nous allons partager avec l'ensemble des acteurs, donc les partenaires techniques et financiers, les membres de notre administration. Et nous allons donc partager avec eux la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui vient d'être adoptée en avril 2018, donc qui devient désormais le cadre fédérateur de l'ensemble des interventions en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous allons également, comme vous l'avez dit, notre pays vient de sortir d'une crise, d'une insécurité alimentaire assez difficile. Et donc, il y a un plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables qui a été élaboré. Nous allons donc ensemble examiner l'état de mise en œuvre de ce plan de réponse et évaluer les actions majeures qui restent à faire et naturellement voir avec nos partenaires comment mobiliser les ressources additionnelles pour faire face à cette crise. Et enfin, nous allons, lors de cet atelier, examiner le niveau de reconstitution de notre stock national de sécurité. Destiné à plus de 17 000 ménages, l'appui permettra de combler le déficit de production enregistré pendant la campagne agricole. Et le coût de cette opération s'élève à plus de 480 milliards de francs CFA. L'événement, la une de cette édition est maintenant disponible. Le montage est terminé. C'est parti pour les discussions officielles entre Burkinabés et Chinois. Ce matin, le Premier ministre Paul Kabatieba a reçu la délégation chinoise conduite par son vice-premier ministre. Cette rencontre a permis aux deux parties de signer et d'échanger 4 notes. Elles sont relatives notamment au projet d'assistance technique agricole, au traitement du tarif douanier et aux études sur le projet du CHU de Bobo de Lasso et à la réhabilitation de l'hôpital de l'Amitié de Koudou. Reportage Roger Kam, Moumouni Soubega. Avec cette visite du vice-premier ministre de la République populaire de Chine au pays des hommes intègres, c'est une nouvelle étape que les deux pays viennent de franchir dans le rétablissement de leur coopération. En cette matinée du 12 juillet, les deux premiers ministres ont rendez-vous pour une séance de travail à la primature à Koulouba. Et avant d'aborder les questions soumises à l'ordre du jour, Paul Kabatieba, Premier ministre du Burkina Faso, salue l'effectivité de cette visite, mais surtout la reprise de la coopération entre la République populaire de Chine et le Burkina Faso. Une coopération que le Burkina compte renforcer et approfondir les jours à venir. À la suite de la signature du communiqué conjoint intervenu le 26 mai 2018 entre nos deux gouvernements, des échanges diplomatiques se sont rapidement intensifiés et de nombreux dossiers de coopération sont en cours de négociation avec de bonnes perspectives pour la consolidation de la coopération entre nos deux pays. Je puis vous rassurer de notre volonté de bâtir avec votre pays une relation solide, une relation à long terme, tournée vers l'avenir. À cet égard, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour l'ouverture prochaine de l'ambassade du Burkina Faso
à Pékin. Du côté de la République populaire de Chine, l'engagement est le même. Et c'est ce qui justifie cette visite initiée par le premier responsable de la République populaire de Chine pour se faire connaître selon le vice-premier ministre chinois. La Chine salue la décision stratégique de Roch-Marc Christian Kaboré en rétablissant cette relation et se dit être prête à travailler avec le Burkina Faso dans le cadre de cette coopération. La séance du travail s'est achevée par une signature et des échanges de notes dans le domaine du traitement du tarif douanier des produits d'origine burkinabé exportés vers la Chine, sur le projet d'assistance technique agricole et sur les études des projets CHU de Bobo Dioulasso et la réhabilitation de l'hôpital de l'amitié de Koudougou. Le Zimbabwe vit actuellement une campagne électorale en vue des élections générales de fin juillet. Une campagne marquée par des manifestations de l'opposition qui ne croient pas à un scrutin libre, transparent et équitable comme le promet le président actuel. Et pour toutes ces raisons, la raison principale, c'est que les listes électorales et la position de la commission électorale sont au centre de toutes les polémiques. C'est ainsi que l'opposition est descendue hier dans les rues de Harare. C'est un tournant pour le Zimbabwe, l'organisation d'élections générales, les premières depuis la chute de Robert Mugabe renversé en novembre 2017. Un scrutin comme n'en a pas connu le pays depuis des décennies. L'enjeu est trop important. Des milliers de partisans de l'opposition ont donc manifesté dans les rues de la capitale Harare pour mettre en garde le gouvernement contre toute velléité de fraude. L'élection n'aura pas lieu si elle n'est pas conforme à la loi et aux règles de transparence et de responsabilité. Emerson Mnangagwa, successeur de Robert Mugabe à la tête du Zimbabwe et candidat à la présidentielle, a promis des élections libres, transparentes et honnêtes. Mais l'opposition en doute. Selon elle, les nouvelles listes électorales souffrent de nombreuses irrégularités et le processus d'impression des bulletins de vote manque de transparence. La commission électorale devrait être un organe indépendant et devrait fonctionner de manière autonome. Mais vu comment les choses se passent, il y a une ingérence totale du parti au pouvoir. C'est contraire au droit. Accusé d'avoir été au cœur des fraudes qui ont entaché de nombreux scrutins sous le règne de Mugabe, la question des listes électorales notamment fait l'objet depuis longtemps d'une vive controverse au Zimbabwe. Cette année, pour la première fois en 16 ans, le pays a accepté la présence d'observateurs internationaux. Ils auront la lourde tâche de s'assurer de la crédibilité d'un scrutin qui risque de se dérouler sous très haute tension. La finale de la Coupe du Monde opposera dimanche à 15h à Moscou la France à la Croatie, un remake d'une demi-finale de 1998. Les Croates menés par les talentueux Modric et Mandžukić sont venus à bout de l'Angleterre qui avait pourtant pris le match par le bon bout en ouvrant le score dès la 5e minute. Ils s'inclinent au bout du compte des prolongations par 2-1 et ne verront pas la finale comme en 1966. La joie qui éclate après la victoire renversante de la Croatie sur l'Angleterre. 2-1, le rêve pour ces dizaines de milliers de Croates rassemblés à Zagreb. Ce sera la première finale de Coupe du Monde de l'histoire de la Croatie et elle affrontera la France. L'heure de la revanche a sonné 20 ans après la défaite de la demi-finale de 1998. Pour moi, c'était très émouvant. Je reste sans voix. Je veux dire merci à tous les joueurs et à notre entraîneur Zlatko Dalic qui nous a emmenés en finale. Je suis sous le choc, c'est de la folie. Tout ça ne peut que se passer en Croatie et nulle part ailleurs. En Angleterre, les supporters y croyaient pourtant après l'ouverture du score à la 5e minute de jeu par les 3 Lions. Mais le rêve a basculé en deuxième mi-temps pour se transformer en cauchemar. Je suis dégoûté, ils ont été incroyables pendant tout le mondial et puis, au bout du compte, c'était la meilleure chance que nous ayons jamais eue et on n'a pas su la saisir. C'est le foot. Ça va arriver, un jour on l'aura cette coupe. Je suis fier de cette équipe, ils ont si bien joué. Une fois le choc passé, rendez-vous samedi pour la petite finale contre la Belgique. Le procès du coup d'État de 2015 continue de passionner les journaux avec l'audition de certains prévenus. Le Forum national de la diaspora, ouvert hier, constitue un autre sujet à la une des journaux. La revue de presse avec Abdoul Rasmane Zongo. Acculé par un couvre-feu judiciaire ou coincé par l'étau judiciaire, le sergent-chef Roger Kousbé dit le Touareg joue sa survie dans le procès du putsch manqué de septembre 2015 et lâche une petite phrase dans un verre d'eau et qui risque de provoquer une tempête forcément. Je cite, « Je promets de balancer des secrets si ma famille est sécurisée. »
Et aujourd'hui, aux façons en déduit. C'est une déclaration aux allures de bombes à fragmentation. Et déjà, l'accusé évoque des mercenaires basés à Bobo et à Ouagadougou et des armes stockées à des endroits à l'époque. Morceau choisi par les éditions Le Pays, citant toujours l'accusé, le général Djibril Bassolé non seulement avait des hommes au sein du RSP, régiment de sécurité présidentielle, mais aussi a joué un rôle déterminant dans les événements de septembre 2015. Et d'où le titre « Le Touareg charge le général Bassolé ». Et l'obs de préciser, les éléments pro-Djibril Bassolé ont tenté un coup d'État en juin 2015 selon Kousbé, et grâce à lui, le coup d'État a été déjoué. On le voit, c'est la partie émergée de l'iceberg, et l'interrogatoire du sergent-chef Roger Kousbé se poursuit ce vendredi. Autre sujet, le CEFOB adresse une fière chandelle dans les colonnes d'Aujourd'hui au Faso en direction du gouvernement pour son initiative, l'organisation du Forum national de la diaspora burkinabé. Quant à l'objectif de ce forum, Aujourd'hui au Faso le résume en une seule phrase: nos Paweto et le développement du Bahiri. En traduction française et selon les éditions Le Pays, ce forum vise à impliquer davantage la diaspora burkinabé dans sa participation à l'édification de la mère patrie. À titre illustratif, selon notre confrère du journal L'Observateur, la diaspora burkinabé a transféré au pays 100 milliards de francs CFA en 2013, des statistiques certainement dépassées et qui mériteraient d'être réactualisées. Voilà, c'est tout pour cette édition de 13h sur la RTB. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous.